Merci Samuel. Du coup, on va parler donc des caractéristiques des carcasses de porcs mâles non castrés. Et comme l'a précisé Antoine, dans toutes les données que je vais vous présenter là, on est uniquement sur des génétiques classiques du large white landrace piétrin très majoritairement. Donc, dans le cadre du projet Farinelli, on a mis en place un observatoire de 6 élevages produisant des porcs mâles non castrés en bio qui ont été suivis pendant 1 an. Et l'objectif de l'étude, c'était d'évaluer les performances techniques et la prévalence des porcs mâles non castrés odorants en élevage biologique. À savoir que les élevages avec lesquels on a travaillé, ils ont été sélectionnés comme ayant des pratiques pouvant plutôt limiter l'apparition du risque d'odeur sexuelle dans la viande, puisque au démarrage, comme on vous le disait, on n'avait pas de référence sur ce sujet. L'idée, c'était de ne pas prendre trop de risques avec les élevages sélectionnés. Donc, dans le cadre de cet observatoire, on a collecté différents types de données, notamment des données liées aux pratiques d'élevage et notamment aux pratiques de paillage et d'âge à l'abattage, pardon, excusez-moi. Des évaluations du bien-être des animaux ont été effectuées également et dans un dernier temps, du coup, des collectes de données à l'abattoir, notamment les poids carcasses, les TMP, les notes de nez humain et les concentrations en scatol et en androsténol dans le gras de Bardière. Et donc, c'est sur ces données-là, poids carcasse, TMP, notes de nez humain et les concentrations, qu'on va se concentrer aujourd'hui. Donc, tout d'abord, concernant le nombre de porcs suivis. Tout au long de cet observatoire, comme je vous ai dit, on a suivi 6 élevages, et ce qui représente un total de 849 porcs mâles non castrés, qui étaient systématiquement sur chaque élevage comparé à un lot de porcs mâles castrés à minima pour les observations de bien-être animal. Je ne vais pas avoir les infos par contre pour les données à l'abattoir. Dans chacun des élevages, on a suivi au moins 3 lots par élevage, dans l'idée de les observer tout au long de l'année et donc sur différentes saisons. Si on s'intéresse tout d'abord au poids carcasse. Donc, ce que vous pouvez voir sur le graphique, c'est donc par élevage, vous avez la liste des élevages en bas du graphique. Vous avez la moyenne des poids carcasse par élevage, avec la barre jaune qui correspond à la moyenne de l'échantillon global. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que selon les élevages, on a une variabilité assez importante du poids carcasse qui va varier entre en gros 90 kg et 99 kg de poids chaud. On a 84% des porcs de notre observatoire qui ont été abattus avant 210 jours d'âge, mais avec une variation qui va être vraiment importante entre les différents élevages, puisqu'on a certains élevages qui abattaient en moyenne, hein, donc vraiment sur la moyenne du total des animaux, à un âge de 178 jours, alors que pour d'autres, la moyenne se situait à 209 jours. Donc, voilà, c'est un des aspects qui peut expliquer les variabilités en termes de poids carcasse, en plus de la conduite alimentaire. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que du coup, pour ces 6 élevages, c'est globalement des poids carcasses qui correspondent aux attentes du secteur porc bio. Si on se concentre maintenant sur le TMP, donc même type de graphique que précédemment, vous pouvez voir du coup élevage par élevage le TMP moyen, donc sur toutes les bandes qui ont été suivies. On a des variabilités qui sont présentes ici également, donc entre 59,2% de TMP en moyenne et 60,7%. Et donc, c'est des TMP qui sont considérés comme très bons en filière bio et qui correspondent de nouveau aux attentes du secteur. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la principale méthode utilisée dans les abattoirs, en France, c'est la méthode du nez humain. Encore une fois, petite vigilance, hein, on n'est pas sur la méthode standardisée dont parlait Patrick juste avant. On est bien sur la méthode dans le cadre de ce projet sur 3 notes que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, pour rappel, la note 0, ce qui apparaît sur le graphique ici dans les barres vertes, c'est le pourcentage de carcasses considérées comme non odorantes. Et ensuite, on avait la note 1 et la note 2, donc qui correspondent à des carcasses considérées comme douteuses ou à des carcasses considérées comme odorantes, qu'on a groupées ici dans le cadre de ce graphe-là, et donc qui apparaissent en jaune sur le graphique. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en moyenne, on a 95% des carcasses qui ont été notées 0 à l'abattoir, donc considérées comme non odorantes. Et on a seulement 1,4% des carcasses qui ont été notées 2, donc considérées comme clairement odorantes à l'abattoir. Par contre, on a une variabilité qui est vraiment très importante entre les élevages et notamment entre les lots.
si je vous cite un exemple, par exemple pour l'élevage 1, on a en moyenne 4,6% des porcs qui étaient considérés comme odorants, sauf qu'on a suivi différentes bandes dans cet élevage-là, et que sur l'une des bandes, on avait 29% des porcs qui étaient considérés comme des carcasses qui étaient considérées comme odorantes ou douteuses. Donc il peut y avoir des variabilités vraiment importantes entre les élevages et qui peuvent être liées à différents facteurs, notamment la saison, l'âge de l'abattage ou encore la quantité de paille utilisée. C'est une liste non exhaustive et c'est pas forcément facile, considérant le nombre de porcs qu'on a suivis, de déterminer à quel facteur c'est dû. On est en élevage et on n'est pas en ferme expérimentale, ce qui complique un peu les choses pour établir des conclusions. Et ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, on est à peu près à 5% de carcasses douteuses ou odorantes. Comme c'est bon, Samuel, tu avais bien fait de tourner, c'est parfait, merci. Considérant, du coup, je vous ai dit tout à l'heure que l'androstenone et le scatol étaient les deux molécules principalement impliquées dans le risque d'odeur. Donc, sur un certain nombre de carcasses de notre échantillon, il y a des échantillons de gras qui ont été prélevés, donc de gras de Bardière, afin de doser les concentrations en androstenone et en scatol. Pour ces deux molécules, il y a des seuils qui ont été établis dans la bibliographie et sur lesquels on s'est basé du coup pour faire ce petit schéma. Donc le seuil de 3 microgrammes par gramme de gras pur pour l'androsténone et le seuil de 0,15 microgrammes par gramme de gras pur pour l'androsténone, c'est des seuils au-delà desquels on considère que le risque d'odeur, donc d'avoir une odeur de Véra à la cuisson ou à la dégustation en termes de goût, est plus élevé et plus important. Et donc, on vous a mis en jaune ici sur le graphique. Ce qu'on peut voir donc, c'est en vert le pourcentage de carcasses qui sont considérées comme odorantes et en jaune, le pourcentage de carcasses qui sont considérées comme odorantes ou douteuses. La première chose qui saute aux yeux, c'est la différence par rapport aux données que je vous ai montrées juste avant avec le nez humain. Il y a une vigilance à prendre concernant ces deux types de méthodes d'évaluation du risque d'odeur. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, on a déterminé des seuils qui ne sont pas forcément faciles à établir puisqu'on ne connaît pas forcément bien la sensibilité à l'androsténone et au scatol de la population. Et en plus, cette méthode, donc, c'est pas celle qui est mise en place en routine dans les abattoirs. Mais par contre, c'est une méthode qui est intéressante à mettre en place dans des projets de recherche puisqu'elle nous permet de faire le lien entre le risque d'odeur de la carcasse et l'androsténone et le scatol, et donc de savoir sur quel levier, en fait, est-ce que l'éleveur peut jouer ou non. Donc voilà, c'est quand même des résultats qui permettent de prendre du recul sur la méthode du nez humain que nous, on a utilisée dans le cadre du projet Farinelli, qui nécessite probablement d'être un petit peu améliorée, mais également en parallèle d'avoir plus d'informations sur la sensibilité des consommateurs à cette odeur de viande de Véra. Pour conclure sur cette partie élevage de porcs mâles non castrés, l'élevage de porcs mâles non castrés, c'est quelque chose qui nécessite quand même une surveillance accrue de la part des éleveurs et des conditions d'élevage qui sont adaptées par rapport à l'élevage de porcs mâles castrés. C'est quand même une pratique qui a proposé des résultats techniques qui étaient intéressants en termes de poids carcasse et de TMP, mais sur lesquels il peut y avoir donc des difficultés, notamment en termes d'agressivité. Il y a des grandes variabilités de pourcentage de carcasses odorantes selon les bandes et selon les élevages. Donc vraiment une vigilance à avoir sur différents facteurs d'élevage. Et encore une fois, les données que je vous ai présentées sont valables uniquement sur du Lardois Landois piétrin, donc pas adaptables à toutes les génétiques. Il y a encore des données à creuser sur certaines pratiques d'élevage et sur certains types de génétiques. Et il y a encore des difficultés de notation des carcasses en routine, même si ça s'améliore avec l'amélioration des méthodes, ce qui est d'autant plus problématique en agriculture biologique, en lien notamment avec le prix de la viande qui est plus élevé.